Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour ce webinaire qui promet d'être à la fois enrichissant et surtout pratique. Alors, avant de commencer, je tiens à vous donner une raison supplémentaire de rester jusqu'à la fin. Une petite surprise vous attend, alors ne partez pas trop vite. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, laissez-moi vous présenter rapidement Tafit Nutri. Créé il y a 8 ans et basé à Écublanc, Tafit Nutri est une entreprise suisse spécialisée dans la création et la diffusion de compléments nutritionnels de qualité. Nous avons développé une gamme variée pour répondre aux besoins spécifiques des praticiens en santé naturelle, avec un objectif clair, mettre les bienfaits de la nature au service de votre santé. Toute l'équipe Tafit Nutri, dont je fais partie en tant que commercial pour la Suisse romande, est ravie de vous accueillir ce soir. Nous espérons que ce moment sera riche en découvertes et surtout utile pour chacun d'entre vous. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencière de ce soir, la doctoresse Corinne Montaru-Rosin. Alors, la doctoresse Montaru-Rosin, diplômée en médecine générale depuis 1992, est bien plus qu'un médecin. Directrice et fondatrice du Centre de médecine intégrative à Aubonne et formatrice à l'école de naturopathie Agapé. Elle est une personne pétillante, pleine d'énergie et profondément à l'écoute de ses patients. Son parcours est assez impressionnant avec des spécialisations qui incluent la phytothérapie, l'ostéopathie, la micronutrition, la cancérologie médicale et bien d'autres encore. Elle pratique une médecine holistique, c'est-à-dire qui accompagne ses patients tout au long de leur vie, de la naissance jusqu'à la fin. On peut sans hésiter dire que c'est un véritable couteau suisse de la médecine. Ce soir, la doctoresse abordera un sujet très actuel et de saison. Comment éviter les infections hivernales et passer un hiver serein? De mon côté, je serai de retour à la fin de cette présentation pour recueillir vos questions et écouter ces réponses. Alors installez-vous confortablement, profitez bien de ce moment et je laisse maintenant la parole à la doctoresse. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je vais essayer de partager. Voilà, donc, je pense que c'est un sujet d'actualité, même si on est déjà un petit peu avancé dans la saison. Donc, comment être en meilleure santé pendant l'hiver et pourquoi on tombe malade en hiver, en fait, hein. Voilà, c'est un peu l'objet de ce diaporama et de cette conférence. Donc, pourquoi se préparer à l'hiver? Alors, officiellement, l'hiver commence que le 23 décembre, donc on n'est pas trop tard quand même. Le but, c'est d'avoir une meilleure immunité, moins de maladies, plus d'énergie, moins de léthargie et un mental fort. Donc, il faut être actif malgré le froid et profiter avec joie de la saison froide. Qu'est-ce qui se passe au début de l'hiver? Dehors, par rapport au climat, on peut dire que le froid arrive, l'humidité arrive, les jours diminuent, moins de temps de soleil, moins d'intensité lumineuse, et il y a aussi le fameux changement horaire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Il y a souvent une inadéquation de la réponse, un saisissement, des frissons, on essaie une suradaptation. Si là, on a vu dans notre région, je ne sais pas s'il y a des participants qui viennent d'ailleurs qu'en Suisse, mais on a vu que dans notre région, le froid, du jour au lendemain, on est passé de 15 à 3, quoi. Donc le corps, il faut le temps de s'adapter. Quand il fait froid, on a tendance à vouloir hiberner, c'est-à-dire dormir plus, coucouner, rester chez soi, on mange plus. Il en résulte aussi, à cause du manque de lumière, de la dépression hivernale, qu'on appelle aussi saisonnière. On a moins de vitamines parce qu'on mange moins équilibré. Il y a plus de plats beaucoup, très riches. On mange donc de moins bonne façon, donc on favorise ainsi les infections, comme on va le voir un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il fait froid? Inconsciemment, on va consommer plus de calories, que ce soit les hommes ou les femmes. C'est pas pour rien que la plupart de tous les repas de fête sont en hiver, que ce soit Noël, le réveillon, la galette des rois, la Mardi Gras, les crêpes. Voilà, donc c'est vraiment la saison où on accumule les calories pour l'époque où on était encore dehors, qu'on n'avait pas de chauffage à l'intérieur. Mais bon, ça, c'est plus d'actualité. Mais on a gardé les mêmes habitudes. On mange plus de sucre, plus de chocolat, plus de desserts, de viennoiseries.
plus de fruits secs. Même s'ils sont bons pour la santé, ils sont quand même caloriques. Donc, il faut en tenir compte dans l'apport calorique. Et puis, on boit plus d'alcool en général. On mange aussi plus de graisse animale, les fondus, les raclettes, en tout cas en Suisse. Et puis, la plupart des gens bougent moins. J'ai beaucoup de patients qui me disent oui, oui, moi je fais du sport, mais l'été. Donc, oui, il faut trouver un sport qu'on puisse faire toute l'année. Sinon, c'est pas top pour notre ceinture abdominale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve avec une prise de poids en hiver, avec le risque d'hyperinsulinisme, et qui dit hyperinsulinisme dit micro-inflammation. Alors, ne vous inquiétez pas, je vais détailler ça plus loin pour vous expliquer de ce dont il s'agit. Donc, les autres modifications hivernales, en général, on boit beaucoup moins en été qu'en hiver, malgré le chauffage aussi. Donc, l'air chaud et sec assèche nos muqueuses, et cet assèchement des muqueuses va favoriser des brèches, et ça va favoriser le passage des virus. Donc ça, il faut en être bien conscient que ça fait partie des risques. Il y a d'autres conséquences. Il peut y avoir des allergies parce qu'on aère moins. On peut avoir des problèmes de respiration parce qu'on est trop couvert, de bronchite, d'asthme, d'assèchement de la peau. Il y a l'eczéma, les migraines, les risques avec les poils aussi, les risques d'intoxication. Quand on a les lèvres gercées, la déshydratation. Donc on va commencer parmi les conséquences de l'arrivée de l'hiver, par les conséquences de la baisse de la luminosité. On note un décalage de notre rythme circadien, c'est-à-dire que malgré le changement d'horaire, on a des difficultés à se lever pour aller travailler parce qu'il fait nuit quand on part travailler et qu'il fait nuit quand on rentre du travail. Le matin, la lumière du jour déclenche la production de cortisol. C'est l'hormone qui nous donne le coup de fouet pour commencer la journée. Mais avoir le coup de fouet quand on se lève de nuit, c'est difficile. Donc, on a cette fatigue matinale. On part et on rentre quand il fait nuit, donc on a une sensation de ne pas profiter de la journée, donc une frustration, une dépression saisonnière. Donc, comment cette lumière agit-elle sur l'organisme? L'exposition de la lumière naturelle sur nos cellules rétiniennes photosensibles, ça régule une toute petite zone qui est au-dessus de l'hypothalamus, s'appelle les noyaux suprachiasmatiques. C'est un chef d'orchestre de notre horloge biologique. Et du coup, ce chef d'orchestre, il déclenche différentes hormones selon un rythme dans les 24 heures. Si on est bien réglé au niveau orchestre, au niveau rythme biologique, le jour, on produit des hormones qui favorisent l'activité physique et cérébrale, comme la dopamine le matin, le cortisol le matin. Donc ça, je vous ai marqué, il n'y a pas besoin de retenir par quel mécanisme. Et puis la nuit, la mélatonine, qui est nécessaire à l'endormissement et qui est sécrétée par la glande pinéale qui prend le relais. Donc il y a eu plusieurs études, mais il y en a une notamment qui a montré que l'influence d'un dérèglement de notre horloge biologique implique un problème de reconnaissance des virus et des bactéries. Ça veut dire que si on n'a pas le bon rythme biologique, on risque d'attraper plus facilement des virus et des bactéries. Et en resynchronisant notre biorythme grâce à la lumière naturelle, on arrive à garder nos globules blancs plus réactifs pour lutter contre les infections. Quand on est exposé à la lumière du jour, on se sent mieux, mais bien sûr, on parle de lumière naturelle et pas de la lumière de nos ampoules LED ou de nos ampoules ou de notre écran de télé ou de nos différents écrans. La lumière du jour, elle diffuse un spectre de couleurs plus large que la seconde. Et elle a une intensité beaucoup plus importante, jusqu'à 100 000 lux en été, alors qu'un éclairage artificiel dépasse rarement les 1000 lux. Donc, moi, ce que je propose pour sécréter notre cortisol matinal et être en plus grande forme, c'est de se réveiller avec la lumière. Il suffit d'acheter des lampes lumière du jour en guise de réveil. Il faut qu'elles fassent 10 000 lux au minimum et les avoir pendant 10 à 20 minutes. Moi, personnellement, j'ai mis la mienne en lampe de chevet. Quand je me réveille, le temps que je me réveille, que je lise un petit peu, j'ai mes 10-20 minutes de lumière du jour avant de me mettre en route et ça a changé complètement l'énergie du matin. Parce que la lumière, cette lumière 10 000 lux, c'est une lumière artificielle évidemment, mais qui a exactement les mêmes capacités de stimulation de notre glande pinéale que la lumière du jour.
savoir que cette lumière naturelle influence notre humeur et donc notre santé. Et c'est le manque de lumière naturelle qui va mettre à mal notre cycle circadien, donc notre horloge biologique. Donc pour lancer la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, la glande pinéale a besoin de recevoir des photons, c'est-à-dire de la lumière du soleil. Et les photons reçus dans la journée sont utilisés pour que la mélatonine puisse être sécrétée en général à partir de 21 heures. Et quand on a assez de mélatonine, le sommeil est de bonne qualité et on a l'énergie quand on se réveille le matin. Donc comment optimiser sa production de mélatonine pour avoir le meilleur rythme, y compris en hiver? Il faut quand même prendre suffisamment de lumière de soleil pendant l'été. Pas rester derrière un écran tout l'été à l'intérieur parce que le soleil, c'est dangereux. Et il faut prendre cette lumière du soleil sans lunettes de soleil. Si vous allez vous promener pendant 10, 15, 20 minutes par jour sans lunettes, vous n'allez pas avoir de problème ni sur la peau, ni à vos yeux, à moins d'être sous les tropiques et encore. Si ce simple geste ne suffit pas, il y a des plantes qui peuvent nous aider. Et puis, si vous portez des lunettes de soleil, il faut bien comprendre que les photons sont bloqués par les verres et l'info qui arrive au cerveau, elle n'est pas la bonne, elle est modifiée. Donc, vous allez dire qu'il n'y a pas de soleil alors qu'il y en a. Donc, ça ne sert à rien. Vous ne donnez pas les bonnes informations. Les photons n'arrivent pas de façon correcte à la glande pinéale. Les conséquences aussi du manque de luminosité, c'est qu'il y a une baisse de motivation et d'énergie. Et la bonne humeur, l'entrain reviennent au mois de février quand l'ensoleillement augmente. Donc, cette glande pinéale, dont j'en ai déjà parlé 2 fois, donc elle est liée, elle régule, pardon, les cycles de la vie et elle régule aussi notre rythme dans la journée et notre rythme hormonal. Elle nous permet de nous calquer sur les saisons et surtout, elle produit la mélatonine. Il faut savoir qu'il y a aussi une hormone qui est très importante, c'est la sérotonine. La sérotonine, elle est produite par notre intestin qui doit être en bonne santé. C'est comme on le verra plus tard. C'est très important d'avoir un intestin en bonne santé. C'est notre deuxième cerveau. Mais pour fabriquer de la sérotonine, notre intestin a besoin de vitamine B3, qu'on trouve dans les volailles, les céréales, les abats, et a besoin aussi de tryptophane, qui est un acide aminé qu'on trouve dans les céréales complètes, voilà, le blé, le riz, l'épeautre, le seigle, le maïs, sarrasin, etc. Donc, quand on consomme des céréales complètes, et de préférence bio, parce que justement tous les pesticides se mettent dans l'enveloppe, ça permet de produire un peu plus de sérotonine en même temps que la mélatonine. En revanche, le repas de midi, c'est pas le meilleur moment pour consommer des céréales complètes, car ça donne envie de dormir. Donc c'est très bien pour le repas du soir, pour ceux qui ont des troubles du sommeil. Voilà, donc là, je vous reparle donc de la mélatonine, donc qui a besoin de la sérotonine. Il faut savoir que la sérotonine, elle est très importante parce que c'est le précurseur de la mélatonine. Donc, cette sérotonine, c'est 80% fabriquée par les cellules de l'intestin et si on n'a pas assez de sérotonine, on va être en dépression saisonnière. On va voir qu'il y a des compléments alimentaires qui permettent d'apporter de la sérotonine pour ceux qui en ont pas assez, qui vont favoriser donc qui va pouvoir favoriser un bon sommeil. Donc contre la dépression saisonnière, on a le millepertuis, qui est une plante qui possède la propriété de produire de la mélatonine. On peut la prendre sous forme de teinture mère, sous forme de tisane. On l'appelle plante adaptogène parce qu'elle permet de retrouver l'énergie du matin, de rester serein dans la journée et de bien dormir pendant la nuit. C'est pas une plante qui a qu'un rôle somnifère. Vous n'allez pas dormir la journée si vous prenez de l'hypericum le matin. Donc c'est une plante très importante, en tout cas pour l'hiver et pour toute l'année pour certaines personnes. Elle ressemble à ça. C'est vraiment un soleil au milieu de l'hiver. Malheureusement, le millepertuis a beaucoup de contre-indications selon la médecine officielle. Parce qu'il contient de l'hypericine, de l'hyperforine, qui peuvent interagir. Et la quercétine, ça par contre, c'est très intéressant en tant qu'antioxydant. Donc tous ces composés actifs, ils vont interagir avec les neuromédiateurs et donc interagir pour lutter contre la dépression. Il faut savoir que le millepertuis, il a des contre-indications parce que c'est un inducteur enzymatique.
Ça veut dire qu'il va interagir avec de nombreux médicaments, notamment au niveau du foie, et il va augmenter la dégradation des médicaments. Donc le médicament, il y en aura moins dans le sang et donc ça peut entraîner une inefficacité du médicament, notamment la pilule. Il y a beaucoup de gens qui pensent, et on n'a pas vraiment d'études là-dessus, que le millepertuis va empêcher l'efficacité d'une pilule contraceptive parce qu'il va la faire dégrader plus vite. J'ai pas encore vu beaucoup de bébés nés à cause du millepertuis, mais bon, c'est ce qui est dans la littérature. Et puis, le millepertuis, il augmente la sérotonine en tant que du système nerveux central et il agit comme l'antidépresseur. C'est un antidépresseur, les IMAO. Donc, il faut faire attention pour si on a d'autres antidépresseurs associés. Voilà. Après, dont je vous ai pas parlé, c'est que le millepertuis, l'hyperforine et l'hypericine, mais surtout l'hyperforine, est un photosensibilisant. Donc, on nous dit qu'il faut surtout pas se mettre au soleil quand on prend du millepertuis parce qu'il y a un risque de photosensibilisation, donc de coup de soleil, même en hiver. Je pense que tout cela dépend de la peau, dépend du port de lunettes ou pas, etc. Mais ça, c'est un autre débat. Parce que moi, j'ai pris du millepertuis pendant des mois. Je suis allée au soleil, y compris sur des bateaux, toute la journée, sans crème solaire, et j'ai jamais pris de coup de soleil. Donc, soit je suis un spécimen bizarre, soit tout ce qu'on nous dit n'est pas forcément juste. Notre plante adaptogène, c'est la Griffonia simplicifolia. Donc, ça existe sous forme de plante fraîche standardisée. Et donc, ça stimule aussi, c'est un antidépresseur pour les dépressions saisonnières et ça favorise le sommeil. La Griffonia qui ressemble à ça. On a aussi les mélanges miel-safran qui sont des solutions naturelles contre la dépression saisonnière. C'est une combinaison de miel et de safran. Donc le safran, c'est une plante médicinale qui contient comme antidépresseur dans la plante elle-même, dans le totem de la plante, vous avez de la crocine, de la picrocrocine et du safranal. La plupart des médicaments utilisent le safranal. C'est conseillé pour la mémoire, pour la concentration. Et quand on le mélange avec du miel, ça augmente l'efficacité du safranal. Donc vous pouvez prendre une cuillère à soupe de miel, mélanger 3 à 5 pistils de safran, et ça va vous faire beaucoup de bien. Grâce à ce remède, le stress de la journée diminue, on trouve plus vite le sommeil, et vous avez des mélanges tout prêts à l'emploi, évidemment. Chez Tafine Nutri, on a un très bon mélange de safrafite, donc qui est pour les troubles de l'humeur hivernaux. Donc c'est du curcuma. Alors le curcuma qui est un anti-inflammatoire vraiment très intéressant, qui potentialise l'absorption du safran, et puis avec tous les cofacteurs nécessaires pour qu'il soit très bien absorbé. Donc il est garanti en safranal et en crocine. Et on voit que, donc, comme je vous l'ai dit juste avant, le safranal, il joue dans la dépression, la crocine pour l'irritabilité, les troubles de l'humeur, et la crocine est intéressante si vous avez des compulsions au sucré en hiver. Parce qu'il faut savoir que la sérotonine, quand on est carencé en sérotonine, c'est la femme avant la ménopause, avant les menstruations, quand on est hyper énervé, qu'on a envie de tout manger, et puis voilà, on a des compulsions. On peut prendre aussi du safrafite. Voilà. C'est le remède qui contient de la sérotonine et c'est vraiment très intéressant. Donc pour la dépression saisonnière, pour la boulimie qui est liée, pour la tristesse liée au manque de lumière, etc. Donc, soit vous prenez une capsule avant chaque repas, soit moi, ce que je conseille en général, c'est de prendre 2 capsules à 5 heures, parce qu'au niveau chronobiologie, c'est là qu'on en a besoin pour fabriquer notre sérotonine et que ça va favoriser le meilleur sommeil. Donc voilà, là vous avez les détails, le safran, le curcuma, donc du magnésium et de la B6 et de la B9, donc ils vont permettre la meilleure absorption du safran pour qu'il se transforme en sérotonine, puis en mélatonine. Donc en résumé, pour éviter cette dépression saisonnière, ben, il faut de la lumière pour la mélatonine. Le safran est un bon indicateur avec le safranal. Le tryptophane,
précurseurs de la sérotonine et de la mélatonine, le millepertuis, le griffonia, les oméga 3, surtout DHA, c'est une catégorie d'oméga 3, et puis une bonne flore intestinale. Mais on va détailler les oméga 3 et la flore intestinale un peu plus loin. Il faut savoir, juste pour info, avant qu'on détaille plus le microbiote, que la sérotonine, pour rester dans la dépression, c'est donc on l'a dit, elle est 80% dans les cellules intestinales, mais elle est à visée cérébrale. Ça, je vous l'ai dit, donc notre microbiote doit être en bonne santé. Et si l'intestin a fait un bel effet barrière, il empêche le passage de certains microbes et donc il permet qu'on tombe moins souvent malade. La deuxième conséquence du froid ou de l'hiver, c'est qu'on est plus habillé. Donc on capte moins les rayons du soleil. Les rayons du soleil sont moins verticaux et moins chauds. On fabrique moins de vitamine D. Donc c'est l'hormone des os, mais c'est aussi une hormone une pré-hormone, maintenant on les appelle, ou une proto-hormone, ça dépend des scientifiques, de l'immunité. Le froid va diminuer notre production d'interférons et donc il va contribuer à la baisse de notre immunité. Donc on a quand même beaucoup de facteurs qui font qu'on tout se met en route pour qu'on soit plus malade en hiver. Donc, on va arriver au sujet qui vous intéresse. Quelles sont nos armes pour affronter l'hiver? Donc, moi, j'utilise beaucoup la nutrition, la micronutrition, c'est un peu mon pain quotidien. Donc, à l'automne, je propose un check-up biologique pour dépister des carences. Si il nous manque de ces éléments, bah, il y aura plus de risques de faire des infections. Parmi ces carences, ben, je recherche le fer, le cuivre, le zinc, le magnésium, le sélénium. Les vitamines, ben, surtout la vitamine D, que j'essaye vraiment de garder mes patients à un taux optimum de vitamine D, mais aussi la B9, qu'on appelle aussi folate, la B12, et puis aussi la vitamine C, mais là, on ne le dose pas forcément parce que on est tous quasiment carencés si on mange pas de fruits et de légumes, quoi. Les oméga 3, donc on peut doser le profil des acides gras, de préférence érythrocytaires, et qui nous donne un bon aspect de voir si on n'a pas assez d'oméga 3, ça favorise les allergies, ça favorise la dépression, ça favorise beaucoup de choses. Donc c'est très important d'avoir un bon taux. Et puis, vu l'état de nos sols, de l'agriculture intensive, etc., même quand on mange correctement, ben, on arrive à avoir des carences parce que avant, il fallait, j'allais dire, une orange pour avoir le taux quotidien de vitamine C. Aujourd'hui, il faut 1 kilo d'orange, quoi. Et encore, je suis sympa parce que normalement, c'est 50 oranges. Je crois que c'est 50 fois moins de vitamine C dans les sols aujourd'hui qu'il y a 50 ans. D'où l'intérêt de nos compléments alimentaires. Donc, qu'est-ce que je propose comme modification alimentaire positive? Donc, bah, déjà, il faut manger les fruits et les légumes de saison. Donc, moi, il faut manger des choux, parce que les choux sont riches en vitamine B, notamment en calcium, des agrumes pour la vitamine C, des potimarrons, toutes les courges pour augmenter le taux en B9, en vitamine A, en vitamine C. Voilà, tout ça, c'est utile au bon fonctionnement de notre immunité. Il faut augmenter sa consommation de légumes à feuilles, choux, poireaux, blettes. Je suis effarée actuellement au cabinet de voir le nombre de patients qui ont la vitamine B9, mais largement en dessous de la norme, mais vraiment comme s'ils consommaient aucun légume. Alors je sais, et pourtant ils me jurent tout ce qu'ils veulent qu'ils mangent des légumes. Enfin bon, en attendant, ils n'ont pas de B9, hein. Voilà. L'apport en fruits secs aussi, c'est assez facile, c'est riche en minéraux, c'est riche en antioxydants. Vous avez la noix du Brésil qui est riche en sélénium, le macadamia qui est riche en vitamine B17. Vous avez les noix qui sont riches en oméga 3, etc. Donc, en fait, c'est assez facile à manger, mais il faut faire attention non plus de ne pas en manger trop, parce que le but, c'est de se supplémenter, mais pas de se remplir. D'accord? Donc, ça doit venir en décompte de ce que vous mangez, ou si vous avez tout d'un coup une fringale à 5 heures, c'est clair qu'il vaut mieux manger une poignée de noix, Brésil, macadamia, noix avec un carré de chocolat noir. Et là, vous aurez votre apport en tryptophane pour combler votre besoin de boulimie, qui est souvent hivernal, mais qui peut être aussi prémenstruel.
Donc voilà, vous ai mis quelques dias comme ça sur les apports en folate, où c'est qu'on les trouve. Donc, dans toutes les feuilles vertes, les asperges, les brocolis, la papaye, les oranges, les avocats, toutes les oléagineux, les choux de Bruxelles, tous les pois, donc tous les légumineuses, dans les petits pois, dans les choux-fleurs, dans les radis, dans les poivrons, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, les fruits secs, ils sont riches en fibres aussi, donc ils aident à réguler le transit. Et c'est une bonne source de minéraux, vitamines, antioxydants, potassium, magnésium, fer, sélénium. 2 noix du Brésil, ça donne l'apport en sélénium pour la journée, quoi. Donc, c'est pas obligé de manger une pochette qu'on achète sur un encas dans une station-service. Manger des agrumes, pardon, tous les citrons, clémentines, oranges, tous baissent le pH. Le pH, c'est le marqueur de votre acidité ou de votre non-acidité de l'organisme. Le contraire d'acidité, c'est quand on est alcalin. Donc, tous les agrumes et tous les fruits et légumes en général alcalinisent votre corps. Et en tout cas, les agrumes fournissent la vitamine C et des fibres. Donc, quand vous prenez des médicaments, on dit qu'il faut faire attention au pamplemousse parce que c'est aussi un inducteur enzymatique, en fait. Mais bon, il faut vraiment en manger beaucoup. Ensuite, il faut manger de bonnes huiles riches en oméga 3 et idéalement avec un rapport oméga 6 sur oméga 3 inférieur à 5. Donc, les bonnes huiles riches en oméga 3, c'est le colza, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix, l'huile de cameline. Donc, il y a ces 4 huiles que vous pouvez mettre, je dirais pas à volonté, mais au moins une cuillère à soupe par repas pour apporter des oméga 3 euh, en quantité suffisante. Et en tout cas, ça peut être suffisant quand on a moins de 40 ans. Après, il faut encore arriver à les transformer en longue chaîne, c'est une autre histoire. Mais en manger, ça peut surtout vous faire du bien. Les acides gras essentiels se trouvent aussi dans les petits poissons sauvages, anchois, sardines, maquereaux. Vous remarquerez que je ne parle pas du saumon, qui est un gros poisson, parce que plus les poissons sont gros, même s'ils sont sauvages, plus il y a de risques d'intoxication aux métaux lourds, parce qu'ils ont mangé tous les petits poissons de la chaîne en dessous, qui ont, au fur et à mesure, ont mangé des métaux lourds. Donc, comment éviter l'inflammation? Parce que quand on mange trop, on augmente sa ceinture abdominale, on augmente notre adiposité, donc notre gras sur le ventre, pour être plus compréhensible. Et quand on a trop de gras sur le ventre, donc quand le tour de taille il est supérieur à 88 pour une femme et à 98 pour un homme, ça favorise l'inflammation de bas grade. Donc, donc pour éviter cette inflammation de bas grade, alors évidemment, le premier élément, c'est de faire du sport, c'est bouger, c'est manger moins. Et puis, on a aussi quelques compléments qui peuvent nous aider à baisser cette inflammation, dont le curcuma, les oméga 3, le gingembre, etc. Donc, cette inflammation de bas grade qui est liée à la graisse viscérale, euh, elle est silencieuse. On ne sent pas qu'il y a une inflammation. C'est pour ça qu'on l'appelle de bas grade. Après, elle devient une vraie inflammation, puis elle va vous donner des douleurs articulaires, des douleurs rhumatismales, etc. Donc, une inflammation de bas grade, c'est une inflammation sans signe clinique. On peut dépister au cabinet en dosant la CRP ultra sensible. Quand votre médecin dose la CRP, en général, il dose la CRP classique. C'est-à-dire, quand elle est inférieure à 5, il va vous dire c'est super. C'est super parce que vous n'avez pas de pathologie grave. Mais si votre CRP ultrasensible est supérieur à 1, ça veut dire que vous avez entre 1 et 5, vous avez ce qu'on appelle une inflammation de bas grade. Donc, c'est un signe d'alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer de cap, modifier votre gouvernail pour aller vers moins d'inflammation. Et donc, ça, c'est le curcuma, par exemple, ou les oméga 3 peuvent vous y aider. Quand on n'arrête pas cette inflammation, ça se généralise dans tout le corps et ça perdure dans le temps. Il faut savoir que l'inflammation de bas grade, ça fait le lit des maladies auto-immunes, le lit des cancers, le lit des maladies dégénératives. Donc, c'est important de la dépister et de la traiter. Donc, pour traiter cette inflammation, on a le curcuma. Donc, tous les aliments qui sont oranges, qui contiennent des pigments jaunes,
sont riches en caroténoïdes. Donc là, comme par hasard, c'est tous les légumes de l'automne dont on a besoin pour éviter l'inflammation en hiver. Vous avez tout, hein, la courge, les oranges, enfin, il y a les carottes, la patate douce, etc. Donc, in vitro, on a vu que le curcuma, c'était anti-inflammatoire, antalgique, antidiabétique, donc ça va diminuer ça, antimicrobien, antiseptique. Donc, c'est vraiment intéressant et ça protège notre appareil respiratoire et notre tube digestif. Donc, il va contribuer aussi à la bonne santé de l'intestin. Lui, il est vraiment bien dosé parce qu'il a 1000 mg pour 4 gélules. Donc, et avec cette synergie curcuma-gingembre, ben, il y a une absorption optimale, il est beaucoup mieux absorbé. L'association curcuma et du gingembre permet de réduire les conséquences de l'inflammation. Et grâce au sélénium, au cuivre et au zinc, ben, on a tous les éléments pour réduire l'inflammation et pour être efficace. Donc, le deuxième objectif de notre alimentation santé pour l'hiver, quand on mange trop et qu'on mange plus mal, c'est de lutter contre l'hyperinsulinisme. C'est quoi cette bête-là? Eh ben, l'hyperinsulinisme, c'est quand on fabrique trop d'insuline parce qu'on mange trop de produits sucrés. Quand on a la bouée abdominale aussi, ça va favoriser cet hyperinsulinisme. Donc, pour lutter contre cette surcharge viscérale, on va limiter les sucres rapides. Il faut limiter, je dirais même supprimer en étant un peu plus agressive, tous les aliments industriels. Souvent, je dis à mes patients, tout ce qui pousse pas dans un jardin quelconque, vous ne devez pas en manger. Alors, ils me disent, et les pâtes? Ben, je dis, les pâtes, ça pousse pas dehors, donc non. Voilà. Donc, vous pouvez manger du riz, toutes les légumineuses, tous les oléagineux, mais voilà. Il faut sortir une fois par jour au moins pour marcher, prendre l'air, prendre le soleil quand il y en a. Pour les gens qui sont vraiment un très gros hyperinsulinisme, donc on peut prendre de la berbérine qui est un équivalent de la metformine. Il y a le chrome, il y a la cannelle, et puis aussi le tryptophane et la sérotonine qu'on a vu tout à l'heure qui limitent les compulsions au sucre. Donc, on peut prendre ça chez Tafine Nutri, il y a du Lucie Balance Fit, voilà, qui peuvent jouer. Donc, c'est important comment dire, cet hyperinsulinisme, on peut le doser. En fait, c'est un dosage dans le sang que vous pouvez demander à votre médecin. Ça s'appelle le HOMA, H-O-M-A. Quand on dose ce HOMA, ça dose en même temps l'insuline circulante et le sucre circulant. Et avec ce rapport, on peut voir si vous avez trop d'insuline par rapport au sucre circulant. Et ça permet de vous alerter qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut aussi redresser la barre. Immunité, on va étudier ceux qui sont inscrits sur cette dia. Donc, il y en a beaucoup, évidemment. Donc, la vitamine D, la vitamine C, les oméga 3, le zinc, le magnésium, le fer. On s'est rendu compte que le maïtake et le shiitake aussi sont très riches, sont de très bons modulateurs de l'immunité pour augmenter notre immunité contre les attaques microbiennes, l'importance du microbiote, les huiles essentielles comme l'eucalyptus, la ravinsara, le titri, la gelée royale, l'extrait de pépins de pamplemousse, etc., etc. Donc, on va parler d'une vitamine qui me tient à cœur, c'est la vitamine D. C'est un peu ma chouchoute depuis plus de 25 ans. Donc, il faut savoir que la vitamine D est issue à 90% de la synthèse au niveau cutané et pour 10% dans les apports de nutrition. Elle existe sous deux formes, sont apportées par l'alimentation, la vitamine D3 qui est d'origine animale et la vitamine D2 qui est d'origine végétale. Ces vitamines, alors un petit aparté, on dit vitamine parce que quand elle a été découverte, on pensait que c'était une vitamine, mais vu sa conformation spatiale, vu ses rôles dans plus de 200 réactions de l'organisme, aujourd'hui, on l'appellerait plutôt hormone si on devait la renommer aujourd'hui. Mais bon, on va pas, les gens, ils n'aiment pas qu'on modifie leurs habitudes, donc on va rester sur vitamine D. Donc, ce sont des molécules hydrophobes. Hydrophobes, ça veut dire qu'elles sont insolubles dans l'eau.
et qu'elles sont solubles dans son cas, dans l'éthanol, c'est l'alcool, ou dans les huiles. Donc, si vous voulez une vitamine D absorbable et efficace, il faudra déjà qu'elle soit dissoute dans de l'huile et pas dans un comprimé de craie, parce que je pense qu'elle sera beaucoup moins absorbée, beaucoup moins efficace. Elle peut être fabriquée par le corps humain, donc, comme on disait, et quand on a la vitamine D3 qui est métabolisée pour devenir la forme active de la vitamine D. Et là, c'est là qu'on commence à rentrer dans les polémiques, parce que l'Académie de médecine recommande un apport de 800 à 1200 unités de vitamine D3 par jour. Or, la vitamine D3, avant, ils disaient 400, ils sont montés à 800. Maintenant, on arrive à peu près à 1200. Fonctionnellement, en micronutrition et en nutrition, on considère qu'il faut, en moyenne, pour un adulte, 2000 unités de vitamine D3 par jour, pour un adulte sain. Mais pour un adulte qui est malade, qui a un cancer, qui a une maladie auto-immune, qui a des maladies dégénératives graves, il faut 4000 unités par jour. Moi, perso, je donne 4000 unités par jour, tout l'hiver, aux gens en bonne santé, et je donne 4000 unités par jour toute l'année à mes patients qui sont malades. Et j'arrive à peu près à leur garder un taux correct de vitamine D. Donc, comment ça marche? Alors ça, c'est pour votre info, mais voilà. La vitamine D est synthétisée sous la réponse, elle est transformée en pré-vitamine D, elle est transformée au niveau hépatique, elle est transportée dans le rein pour être activée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la vitamine D, la pro-hormone qui va être sous la peau, exposée à la lumière UV, elle se transforme en vitamine D au bout de la chaîne, il faut que votre peau soit exposée, il faut que votre foie fonctionne, il faut que vos reins fonctionnent. Si un des trois n'est pas là, votre vitamine D ne pourra pas être fabriquée. D'autre part, voilà, cette vitamine D a tellement comment dire, d'actions dans différents modèles de l'organisme. Donc, tout le monde connaît son action indispensable au niveau des os. Il y a déjà beaucoup moins qui connaissent que c'est une vitamine clé de l'immunité, donc de vos défenses. Et elle sert aussi à la pénétration de l'iode dans toutes les cellules de votre organisme. S'il n'y a pas de vitamine D, vous ne pouvez pas faire rentrer l'iode dans vos cellules de l'organisme. Donc, vous pouvez être carencé en iode de façon fonctionnelle parce que vous êtes en carence de vitamine D. Donc voilà, ça c'était un petit peu les différents passages, les UV, la vitamine D2, puis après, donc, vitamine D3, irradiation, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la peau sombre, plus on a la peau sombre, plus on a une capacité réduite à fabriquer la vitamine D. Et avec l'âge, avec la peau sèche, avec tous ceux qui ont des problèmes de peau, que ce soit du psoriasis, de l'eczéma et tout ça, bah, ça fait que ça fabrique moins de vitamine D. Puis le foie, les reins, on a vu qu'il fallait que ça fonctionne. Donc là, c'est un peu un résumé de ce qu'on a dit. Donc en fonction de la peau, pré-vitamine D3, avec l'alimentation animale et végétale, on amène ou du cholécalciférol ou de l'ergostérol, qui sont transformés en 25-OHD3 ou en 25-OHD2, et ensuite, qui va, en passant par le rein, va être la vitamine active. Il faut bien comprendre que cette vitamine, elle a une action sur notre système immunitaire inné. Ça veut dire, quand vous naissez, quand vous rencontrez des maladies, des microbes, des bactéries, des virus, tout ce qui passe, que vous faites une brèche dans votre peau, que vous coupez, votre corps sait comment réagir de façon innée. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui s'appellent les macrophages et des cellules dendritiques qui sont nos soldats de première ligne qui vont régler cette agression. Donc, et la vitamine D, elle va permettre l'activation elle va permettre que ça fonctionne bien au niveau de ce système immunitaire inné. Mais elle joue aussi sur le système immunitaire adaptatif, c'est-à-dire sur la production des anticorps. Quand le système inné est dépassé, le système en seconde ligne, grâce à des soldats qui sont envoyés pour prévenir qu'il faut un peu d'aide, on va dire, il y a l'immunitaire adaptatif qui se met en place et on va fabriquer des anticorps. La vitamine D, elle augmente aussi les mécanismes d'élimination des pathogènes, comme les agents antimicrobiens. Voilà, elle fabrique des synthèses d'agents antimicrobiens, donc elle va aider
à plusieurs niveaux, comme vous le voyez, dans notre immunité, aussi bien innée, acquise et directement dans l'élimination des pathogènes. La vitamine D permet le maintien de l'intégrité aussi de la muqueuse intestinale. Elle joue sur les jonctions serrées. Donc, vous savez, quand on a une hyperperméabilité intestinale, les jonctions serrées fonctionnent pas, sont plus serrées, et du coup, ça fait passer les grosses molécules qui vont être la cause de plusieurs maladies à distance, voilà. Et donc, une paroi intestinale en bonne santé, c'est indispensable pour, que votre immunité soit bonne. Donc, la vitamine D intervient donc aussi au niveau du microbiote. Donc, comment remonter sa vitamine D? 10 à 20 minutes par jour, tête et bras, mais aussi donc foie et rein en bonne santé. Il faut savoir que 1 microgramme de vitamine D, c'est 40 unités, et l'apport, c'est entre 1200 et 4000 unités par jour. Le petit résumé d'où on trouve dans l'alimentation la vitamine D. En général, c'est essentiellement des produits animaux, si ce n'est les champignons. Comme on n'arrive pas très difficilement à avoir une vitamine D haute de façon sans complément, vous pouvez prendre de la vitamine D qui permet d'apporter à chaque goutte 1400 unités. Donc, je vous conseille 2 gouttes par jour et 3 gouttes s'il y a des pathologies. En plus, elle est dans de l'huile vierge de colza, donc c'est vraiment top parce que vous avez une huile oméga 3. C'est une vitamine liposoluble, donc il y a tout ce qu'il faut. La vitamine C. La vitamine C, c'est une vitamine essentielle parce que notre organisme ne sait pas la produire. Quand on est carencé, ça s'appelle le scorbut. Elle avait quasiment disparu, mais comme la plupart des gens maintenant mangent très peu de fruits et de légumes frais, j'ai eu des cas de scorbut déjà. C'est assez étonnant. Chez un gamin de 15 ans, j'ai eu un cas de scorbut. Il contribue à la protection des cellules contre le stress oxydant et participe au système normal, au fonctionnement normal du système nerveux et du système immunitaire. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme signe d'insuffisance en vitamine C? Si vous mangez peu de fruits et légumes, soyez attentif à ça parce que peut-être que vous êtes carencé en vitamine C. Donc, les gencives qui saignent, les cheveux secs, le nez qui saigne, la peau qui est beaucoup plus sèche, le corps qui est plus susceptible aux hématomes, les blessures qui prennent du temps pour guérir, mal aux articulations, plus facilement malade, et puis une fatigue persistante. Pour la remontée, on a l'alimentation, l'acérola, qui est une vitamine C issue de petits fruits rouges, et la vitamine C liposomale. Donc, pour l'alimentation, nous avons essentiellement les agrumes, les kiwis et les fraises. Dans les légumes qui sont riches, vous avez poivrons rouges, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou-fleur. Il faut se rappeler que la vitamine C est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle est dissoute dans l'eau. Si vous faites bouillir votre chou-fleur dans une cocotte minute d'eau et que vous jetez l'eau, il n'aura plus de vitamine C. Donc, soit vous le mangez cru, soit vous le faites à la vapeur. Et comme les autres vitamines, il y en a de moins en moins naturellement parce que les sols sont pauvres. Voilà la liste des champions de la vitamine C. Donc, on a la goyave, le persil, le poivron, le cresson. Alors, faire attention, c'est pour 100 grammes. Hein. Alors, autant manger 100 grammes de goyave, c'est assez facile, mais manger 100 grammes de persil, c'est déjà plus difficile. Voilà, le citron, l'orange, la mangue. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas les fruits, vraiment pas les fruits, les légumes, vous avez les comprimés d'acérola chez Tafid Nutri qui vont vous apporter, qui sont extraits donc de baies de goji ou de camu camu. Ça, c'est vraiment top. Et vous avez la vitamine C liposomale. La vitamine C liposomale, on voit qu'elle est absorbée beaucoup mieux que la vitamine C normale. Donc, la vitamine C liposomale, c'est une forme spécifique de vitamine C qui, grâce à sa fabrication, son système de production, elle va vraiment être mieux absorbée, donc il en faut moins pour avoir la même absorption dans le sang. Par contre, pour l'avoir testé, je peux vous dire j'en ai pris jusqu'à 5 grammes au coucher, ça n'empêche pas de dormir. Par contre, ça va relancer votre système immunitaire et vos mitochondries, et s'il y a une fatigue,
étonnamment, prendre la vitamine C liposomale au coucher peut être très efficace. Puis maintenant, on va passer aux oméga 3. Donc, les sources d'oméga 3, les besoins, il nous faut pour un adulte 2,2 grammes par jour d'oméga 3. En fait, c'est entre 2 et 4 grammes. Donc ça, c'est la valeur basse, hein. Donc, c'est quand même pas... On n'en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui mangent tous les jours une cuillère à soupe d'huile de lin ou 3 cuillères à soupe d'huile de colza. Voilà. Heureusement qu'on a les compléments alimentaires. Donc, on a pour l'immunité le DHA et l'EPA. Ils ont un rôle important parce qu'ils empêchent l'emballement de l'immunité. Ils empêchent les maladies, enfin, de partir en maladie auto-immune. Donc, ils vont calmer l'inflammation. Ils jouent sur l'immunité innée. Voilà, parce que l'inflammation est utile pour réparer, mais si elle perdure, ça fait une maladie chronique. Donc, comment ils vont faire? Ils vont limiter la production des messagers. Donc, s'il n'y a pas les messagers chimiques qui vont chercher de l'aide, ça va calmer l'inflammation. Ils vont diminuer les radicaux libres. Donc, ils sont efficaces pour neutraliser les bactéries et les parasites. Donc, c'est vraiment important. Il faut un ratio, on dit oméga 6 sur oméga 3, inférieur à 5. Donc, avoir les bonnes huiles alimentaires. On a donc les oméga 3, je vous remets le tableau parce que c'est vraiment important de les connaître pour en manger normalement tous les jours. Les oméga 3, ils permettent d'augmenter aussi la phagocytose, c'est-à-dire il y a des cellules qui vont venir manger les déchets, qui vont manger les bactéries, etc. Et ça s'appelle la phagocytose quand ils mangent ces bactéries. Donc à ce moment-là, les oméga 3 vont être efficaces pour ça. Ils aident à détruire le pseudomonas, qui est un des germes les plus responsables d'affections sévères, voire mortelles en milieu hospitalier. Ils stimulent les lymphocytes B. Les lymphocytes B, c'est eux qui fabriquent les anticorps. Donc, s'ils sont stimulés, ça favorise l'élimination des microbes et ça favorise une bonne réaction immunitaire, mais pas exagérée. Donc voilà, ils agissent sur les membranes des cellules, ils agissent de manière indirecte sur l'expression des gènes, et ils préservent au niveau de l'intestin vos jonctions serrées. Donc les oméga 3 sont vraiment indispensables à une bonne immunité. Ils permettent aussi de mettre terme à la réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis les pompiers sur le lieu de l'accident, c'est pas la peine qu'il y ait 10, 20, 30 camions de pompiers qui arrivent. Quand on prend un nombre de camions de pompiers nécessaire et suffisant, après on dit stop, il n'y a plus besoin. Eux, ils permettent, les oméga 3, de dire c'est bon, on a assez. Comme je vous dis, c'est très compliqué d'avoir suffisamment d'oméga 3, donc il faut en prendre. Il faut 3 mois pour refaire nos membranes cellulaires, donc il faut au moins 3 mois. Moi, je fais faire à mes patients 2 cures par an de 3 mois d'oméga 3 entre 2 et 4 grammes par jour. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc il y a des oméga 3, vous en trouverez partout, même à la Migros, je ne vous les conseille pas du tout parce qu'on ne sait pas s'ils sont oxydés, pas oxydés, on ne sait pas d'où ils sortent. Il faut vraiment prendre des oméga 3 dont vous savez d'où ils viennent. Là, on sait qu'ils sont bio, qui viennent d'œufs de hareng sauvages, qui sont en teneur élevée en DHA. Donc ça, c'est vraiment très important. On l'appelle élixir de vie, c'est un cousin du cèpe. C'est aussi un champignon de longévité et lui, il fonctionne par ses alpha-glucanes. Donc voilà, il est riche en potassium, calcium, zinc, phosphore, B1, B2, B6, B12, C, D, etc. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet. Il contient un immunostimulant qu'on a appelé l'AHCC, je vous ai marqué le nom complet pour ceux qui seraient intéressés, qui pourrait éradiquer le papillomavirus. Donc c'est intéressant quand même. Donc ça, il y a eu des études qui ont bien montré qu'il était efficace sur le papilloma et il commence à avoir des espoirs pour plusieurs cancers, col de l'utérus, vagin, gorge, etc. Donc ça a été réalisé avec des shiitakes riches en AHCC. Mais ça a été fait, cette étude, en intraveineux, hein. Donc voilà. Attention, pas de shiitake cru. Il est toxique cru, donc il peut entraîner des dermatites toxiques. Donc dermatite, c'est des lésions cutanées qui grattent et puis qui sont vraiment très désagréables.
Donc, il faut vraiment l'avoir fait cuire à cœur. En général, cuit 20 minutes minimum. Ces contre-indications, les gens qui ont déjà une hyperéosinophilie, alors c'est quand on a trop d'éosinophiles dans le sang, qu'on peut doser au niveau de la formule sanguine, ça peut donner plus d'allergies. On ne le prend pas non plus si on est sous anticoagulant et on déconseille sa consommation aux femmes enceintes et allaitantes, comme d'habitude. Donc, nous avons le mycélium shiitake, donc il n'y a pas besoin de le cuire, il a juste à prendre les gélules, ça va vous apporter les alpha-glucanes, anti-inflammatoires, antifongiques, anti-infectieuses. Donc, en 2 cures par an, je trouve que c'est vraiment un très bon produit pour, votre immunité. Là, c'est les études qui ont été faites avec l'AHC, voilà, pour montrer que par rapport à tous les autres, ça, c'est comment il stimule les cellules naturelles killer. Votre microbiote, microbiote sain pour une santé optimale. Quel est votre rôle de votre microbiote intestinal? Il a une fonction trophique. Il faut qu'il tube digestif soit une bonne épaisseur de muqueuse, une bonne taille de villosité, production de mucus, activité enzymatique, une fonction digestive. Il va digérer les ferments, fermenter les aliments. Il va fabriquer des acides gras à chaîne courte. Il va synthétiser des vitamines K, B2, B9, B12, etc. Il va recycler les produits de la digestion. Il va faire avancer le transit, c'est mobile. La fonction de défense, il fait un effet barrière contre les bactéries qui ne doivent pas passer. Modulation de l'effet des toxines. Si vous avalez quelque chose si vous avalez un poison, vous allez avoir la diarrhée. Si vous avalez un germe, vous allez avoir la diarrhée ou vomir. Et donc, ça va accélérer le transit pour éliminer plus vite le germe pour pas qu'il passe dans le sang. Il favorise il fabrique des substances antibiotiques naturelles et il a une fonction immunitaire de première ligne parce qu'il va favoriser l'activation et la synthèse des lymphocytes dans les membranes du tube digestif. Il y a les plaques de Peyer qui sont vraiment des organes, des organes immunitaires à part entière. Et au niveau de votre microbiote, il va fabriquer des immunoglobulines. Les immunoglobulines, c'est des anticorps qui permettent de lutter contre, garde en mémoire les anticorps qu'il a déjà vus. Mettons que vous avez eu la polio, normalement, vous avez les IgA polio qui sont dans votre intestin et qui vont faire barrière si le germe de la polio paraît. Et il fabrique aussi des cytokines, ces messagers anti-inflammatoires. Donc, comment avoir un bon microbiote? Il faut manger des aliments déjà riches en prébiotiques. Prébiotiques, c'est la nourriture de votre microbiote, c'est des sucres non digestibles qui sont fermentés par nos bactéries et c'est la nourriture de nos bactéries. Donc, ces prébiotiques, c'est l'ail, l'artichaut, l'asperge, la betterave, le brocoli, la châtaigne, la chicorée, le chou, l'échalote, l'endive. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne tolèrent pas tout ça. C'est vrai que ces prébiotiques, souvent, il y a des fausses, ce qu'on appelle les fausses fructooligosaccharides, ils ont tendance à faire ballonner. Ça, c'est surtout quand notre intestin va mal. Parce que quand notre intestin va bien, on peut manger ça et on ne devrait pas ballonner. Il faut manger aussi des aliments riches en probiotiques, tous les aliments lactofermentés, les yaourts, les kéfirs, choucroute, tempeh, kimchi, miso, kombucha, cornichons, natto, soja, etc. Et si vous voulez pas manger tout ça parce que ça vous dit rien du tout, vous pouvez vous complémenter avec, par exemple, du lactiflore. Le lactiflore, c'est le probiotique de chez Tafit Nutri avec 8 milliards de probiotiques et il va vraiment aider dans les faiblesses de l'immunité, en plus de toutes les autres indications. Pour l'immunité, on a vu aussi qu'il fallait du magnésium, du fer et du zinc. Donc, nous avons le magnésium forte, qui est la source d'une association de 3 magnésiums. Beaucoup de gens ne tolèrent pas le magnésium parce qu'il vous donne la diarrhée. Là, à ce niveau-là, c'est intéressant parce qu'il y a 3 magnésiums différents, le glycérophosphate, le bisglycinate et le citrate. Et du coup, la plupart des gens, moi, tous mes patients qui sont sous magnésium forte n'ont pas eu de troubles digestifs et le tolèrent très bien. Donc, les indications sont multiples. Je pense que 99,9% de la population est carencée en magnésium. Donc, de toute façon, il faut
n'importe qui peut en prendre et ça peut faire que du bien. Le bisglycinate de zinc, donc voilà, qui est indispensable pour l'immunité aussi, hein, il permet la réparation cellulaire, le renouvellement cellulaire, le renforcement de défense immunitaire. Il peut être utile dans tout ce qui est cicatrisation cutanée ou de l'intestin. Et puis donc, bon, celui-là, il est vegan, tant mieux, parce que c'est vrai que les véganes sont souvent carencés en zinc et en plein d'autres choses, mais voilà. Donc, bisglycinate de zinc pour votre peau, vos cheveux, mais surtout aussi pour votre immunité. Le zinc, on peut le doser, hein, pour être tranquille. Et le fer, on sait très bien que les enfants carencés en fer sont toujours malades, les adultes aussi. Donc, quand on est souvent malade l'hiver, il faut vraiment doser, hein, de façon indispensable le fer, le zinc et la vitamine D. Voilà, donc là, on a du Vitacomplexe Vitacomplexe de fer. Voilà, donc dedans, c'est du bisglycinate de fer et donc qui est très bien absorbé. Donc, en conclusion, si vous deviez retenir que 5 produits, 5 bonnes idées pour être en forme cet hiver, eh ben, prenez de la vitamine C liposomale, prenez du shiitake, qui est vraiment antifongique, antitumoral, anti-inflammatoire, des oméga 3, ça c'est méga important, du magnésium, des probiotiques si vous avez besoin si votre intestin fonctionne mal. Voilà, donc sinon, à part les compléments, bien évidemment, alimentation équilibrée, riche en couleurs, plus elle est colorée, plus elle est riche en vitamines minéraux, une bonne supplémentation en acides gras et en minéraux, une hydratation suffisante, l'importance de la lumière du jour, l'importance de prendre soin de son microbiote, bougez, éliminez et prenez soin de vous suffisamment. Et puis, je crois que ça va bientôt être l'heure d'aller hiberner. Je vous remercie de votre écoute et puis je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Dr. Rosin. Du coup, on a sélectionné quelques questions qui ont été posées dans le chat. Donc, la première, c'est est-ce que pour optimiser la phytothérapie prise pour augmenter le système immunitaire, il est souhaitable avant de drainer le foie ou de se vermifuger? Alors, oui. Alors, se vermifuger, c'était un réflexe qu'on avait avant où tout le monde se vermifugeait tous les ans, au moins une fois par an, voire 2 fois par an. C'est un réflexe qui a été oublié et je pense qu'effectivement, c'est une très bonne chose de le faire pour que notre intestin soit en meilleure santé. Concernant traiter le foie, bah, tout dépend de l'âge que vous avez, mais dès qu'on est adulte et pour peu qu'on mange pas tous les jours parfaitement, je pense que ça peut être pas mal de drainer le foie. C'est aussi bien avec, vous pouvez manger plus de brocoli ou faire de l'artichaut. Mais oui, c'est une très bonne idée, oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup. Deuxième question, est-ce que pour favoriser la production de vitamine D, il est souhaitable de prendre également du magnésium? Le magnésium est indispensable dans plein de. Il y a plein de cofacteurs pour favoriser, pour que il faudrait que je retrouve en reculant toutes les diapos. Mais pour que la vitamine D fonctionne, je crois il y a énormément de cofacteurs. Alors attendez, on va y arriver. Oméga 3, vitamine C, vitamine D. On avait fait le petit schéma. Donc là, en fait, donc ah oui, ils n'ont pas mis tous les cofacteurs, mais je sais qu'il y a toutes les vitamines B1, B6 qui interviennent. Le magnésium, c'est quasiment sûr, etc. Donc de toute façon, on est tous carencés en magnésium dans le sens où le magnésium est beaucoup plus. Dès qu'on a un stress, on consomme plus de magnésium. Notre corps utilise plus de magnésium. Donc je connais quasiment personne qui n'est pas stressé par la vie que nous menons aujourd'hui. Donc, ce supplément en magnésium, je ne vois pas de contre-indication et je vois pas je ne connais personne qui n'aurait pas de besoin en magnésium. Voilà. Donc, oui, c'est indispensable pour tout. Mais on n'a pas parlé de l'iode qui serait intéressant, etc. Il y a beaucoup de minéraux qu'il faudrait, mais là, il aurait fallu une journée de cours, pas une heure, parce que je ne pouvais pas tout détailler. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur l'iode, etc., qui est indispensable pour plein de réactions de l'organisme et pour l'immunité, etc. Merci. On va passer à la dernière question.
Une personne qui demande si la vitamine D3 que l'on donne au bébé est efficace. En théorie, oui, je peux dire que ça. J'ai pas de connaissances, je me suis pas renseignée je pense pas qu'on a dosé chez les bébés après je veux dire, on n'a pas dosé l'absorption in vivo, je veux dire. Chez les modèles, oui, c'est efficace, à condition que ce soit donné, on va dire, de façon régulière et avec un produit liposoluble. Moi, je conseille essentiellement aux mamans qui allaitent, parce que quand ça passe dans le lait, là, on est sûr que c'est efficace. Je demande aux mamans d'avoir un taux optimal en vitamine D, même largement au-dessus de la norme officielle, pour que quand elles aident leur enfant, ils soient sûrs d'avoir la vitamine D nécessaire. Dans ce cas, il n'y a pas besoin de supplémenter le bébé. Le problème se pose quand c'est des enfants qui ne sont pas nourris au sein. Là, ben, on n'a pas le choix que de leur donner de la vitamine D3. De toute façon, c'est ça ou rien. Donc, est-ce que c'est efficace? Je suppose que oui, parce que les études le disent. Mais il y aura rien de plus efficace que de nourrir un bébé au sein. Après, il faut donner la vitamine D. Moi, j'ai donné à mes enfants, je les ai nourris au sein, puis après, j'ai donné la vitamine D. À partir du moment où ils étaient plus au sein, alors en tout cas, une fois par trimestre au minimum, c'était les habitudes qu'on avait il y a 30 ans. On donnait pour les enfants 80 000 unités en octobre et en janvier. Et ils étaient jamais malades. Donc, je pense que c'est une solution et c'était de la vitamine D3, oui, effectivement. Donc, et c'était toujours en liposoluble que je l'ai donné. Parce que si vous donnez des comprimés de vitamine D, alors c'est pas le cas chez les enfants, hein, mais comme le calcimagon, je me pose toujours la question du taux qu'il y a vraiment dans le sang après, parce que c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans du liposoluble là. Mais voilà, pour les enfants, oui, le sein, et si pas le sein, ben, de la vitamine D en gouttes, oui, pas de problème. Merci beaucoup pour vos réponses. On arrive au bout des questions. Du coup, je passe la parole à Nolan pour le mot de la fin. Alors là, je crois que tout le monde m'entend normalement. Vous me voyez aussi, c'est tout bon. Alors, ce petit mot de la fin pour dire déjà merci. Merci à tout le monde, merci à tous les participants d'avoir été là. J'espère que aussi merci à la doctoresse pour cette magnifique présentation. Merci à vous. Et je vous souhaite de passer justement un très bel hiver avec toutes ces informations qu'on a eues et une très belle fin de soirée. Merci beaucoup. Les Donc, promos arrivent, c'est sur les slides qui tournent exactement. actuellement avec C'est tout bon. les prochains événements. Le petit Excellent. code promotion. Extra. Bah, merci à tous. Très belle soirée. Au revoir, doctoresse. Merci. Au revoir, merci.